venus jusqu'au préfet, détenteur du pouvoir de décider de notre sort. On va remettre aujourd'hui à la préfecture de l'Hérault, monsieur le préfet, 16 000 personnes. Depuis un an que l'on combat. Le change, ne vous en faites pas, c'est le peuple qui la transformera. Allez, touchez pas aux arbres. Alors, je sais pas si on est des mauvais citoyens ou pas, mais chaque fois qu'on est là, le drapeau est en vert, nous il n'est pas là, donc je sais pas, peut-être qu'ils veulent nous donner des leçons de citoyenneté, je sais pas. C'est des questions que je me pose. Après, des leçons à recevoir de gens pareils, je pense pas qu'on en ait. Comeille, t'as pas à donner. Ton parking est suspendu. Laissez-toi s'en dans la rue. Je me suis engagé dans ce combat parce que pour moi, il est essentiel. Et on va nous dire, c'est peut-être un combat à un tout petit endroit de la planète. Mais ce sont tous ces combats, quand ils se réunissent, qui font que les choses vont bouger et qu'on peut faire changer les règles au niveau national et au niveau international. Les bagnoles, elles doivent être dehors. Il faut sortir les voitures et trouver des moyens gratuits. Il faut trouver des moyens gratuits pour permettre aux gens d'accéder au centre-ville. Je suis sûr que 2023, ça sera l'année où ce combat va être gagné. On va pouvoir déclarer cette année, mais on peut le déclarer d'ores et déjà, que ce projet municipal du maire de Sète est un projet d'inutilité publique. Et c'est la mobilisation aujourd'hui, c'est votre force qui est la véritable utilité citoyenne de Sète. a déposé des fleurs, ont détruit un patrimoine militaire de Sète qui n'a pas été répertorié. C'est une honte. Vous me touchez là. C'est ça la démocratie. C'est comme ça notre démocratie. Une insécurité totale. Et ils arrivent, à l'heure de ce mois de juin qui commence demain, à vouloir accélérer et faire couler du béton pour faire ce qu'ils veulent faire. En fait, c'est le point de non-retour. Si l'on vient demander ça ici, c'est parce qu'on a un sentiment d'ouverture vers vous. On demande à ce que vous appliquiez justement la sagesse dans vos décisions et de ne pas agir comme une brute. De ne pas agir comme une brute, il y a des risques majeurs. Merci Arthur, qui est voilà, il est parti en semaine. Voilà, donc ça, comme je disais, ça nous met bien dans l'ambiance. Hein, ça nous remémore beaucoup de souvenirs plus ou moins agréables, mais intenses, qu'on a tous plus ou moins vécu ensemble. C'était merveilleux et ça continue. Et ce soir, si on vous a demandé de venir, c'est parce qu'on veut faire le point sur le chantier. On veut faire le point sur la problématique de l'eau. On veut faire le point sur les finances,
permettent de réaliser ce massacre et ce chantier. Et puis le dernier point, la mobilité par rapport à ce que l'on peut réaliser et projeter sur la ville de Sète et son enclos même. Donc on va commencer par le point sur le chantier lui-même. C'est lui. Bonsoir. Donc, comme vient de le dire Christophe, effectivement, on ouvre le principe suivant. C'est des intervenants, en l'occurrence, qui font un peu le point. Et le but, c'est d'avoir le maximum d'échanges avec vous dans la salle. On a comptabilisé à peu près une 15 à 20 minutes par thème. Donc, c'est un échange qui doit se faire interactif. Voilà. C'est suivant les thèmes. Donc, le premier thème, c'est le chantier. Qu'est-ce qui se passe sur le chantier? Où en sommes-nous? Je viens là, moi, simplement, je suis le rapporteur de courrier que Jenny a fait passer sur sa vision du chantier telle qu'elle se déroule, telle qu'elle s'est déroulée, comme on vient de le voir un peu dans le film, sur cette période un peu longue. Donc je démarre et c'est Jenny que vous attendez, Jenny que vous avez là au milieu de la salle. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet des arbres, car beaucoup de personnes croient vraiment que la place Aristide-Briand va être plus belle qu'avant. Et croient M. Comain quand il dit qu'il va planter 82 arbres avec le système Tree Parker. Alors que Tree Builder, qui commercialise le système en partenariat avec Brainmax, qu'il a conçu, exige que Tree Parker soit installé sur un sol non pavé, avec un sous-sol perméable et bien drainé. Et dans le manuel de garantie, Tree Builder précise qu'ils doivent pouvoir vérifier que le produit a été installé selon les exigences spécifiées. Ce système qui a été conçu pour empêcher les racines de soulever les arbres, de soulever les surfaces, trottoirs, etc., tout en protégeant les racines, en empêchant qu'on roule dessus, a un guide racine qui dirige les racines vers le bas, ce qui est incompatible avec l'installation sur une dalle. Dans la brochure, il est précisé que le système permet une expansion illimitée des racines sans entrave, ce qui est aussi incompatible avec l'installation sur une dalle. M. Comain dit qu'il va mettre des Tree Parker de 1,40 m de hauteur. Et selon les versions, entre 9 m3 de terre ou 17 à 23 m3. Les modes des tilleuls arrachés arrivaient jusqu'à juste en dessous des épaules des hommes, donc ne tiendraient pas dans 1,40 m de hauteur. Il y a quelques mois, j'ai téléphoné à un pépiniériste, grand comme Chola, Chola étant le pépiniériste qui avait arraché les arbres, comme on l'a vu dans le film, en disant qu'on voulait installer des tilleuls argentés sur une dalle et en demandant quelle profondeur de terre il faudrait. Il avait l'air très choqué qu'on veuille mettre les tilleuls sur une dalle et après avoir réfléchi, m'a dit qu'il faudrait 2,50 m. Je crois qu'il n'aurait pas aimé que des arbres qu'il aurait élevés soient installés sur une dalle. À Montpellier, on met 8 ormes sur la place de la Comédie. Et pour cela, on a supprimé 100 places du parking souterrain. Il y aura 2 fosses avec 3 arbres qui auront 225 m3 de terre et une fosse de 2 arbres qui aura 150 m3 de terre, ce qui fait 75 m3 de terre par arbre, à comparer avec 9 à 23 m3 à 7 selon les versions. Pour ce faire, ils ont aussi renforcé les dalles en dessous, avec des poteaux pour supporter le poids de la terre et des arbres. Ils vont en plus planter 37 arbres d'essences différentes sur l'esplanade, et le champ de Mars, où il y a déjà un grand nombre de beaux arbres qui ont eu le droit de grandir en pleine terre. Donc tout le contraire de ce que fait faire Comain. Et même si on parle de la SPMT comme faisant faire le parking, c'est Comain qui n'arrête pas de dire que c'est son projet, que c'était dans son programme et qu'il a été élu pour ça, et c'est lui qui donne les ordres à la SPMT. Sachant que Tree Parker ne peut pas être utilisé sur la dalle
à moins de se passer de la garantie de tree builder, on peut se demander donc comment ce sera possible de planter 82 arbres sur la place. Et au cas où ça serait fait, combien de temps vont-ils survivre? Aussi, si on doit changer régulièrement les arbres, comme on l'a dit, cela veut dire que pendant ce temps-là, la place sera indisponible pour le public et le marché. Et pour ce qui est du marché, avant, les commerçants remplissaient totalement la place le mercredi. Mais avec les accès voitures et piétons et aération, on va en parler, si c'est comme pour Victor Hugo, ça enlèvera environ 400 mètres carrés d'espace. Aussi, on ne pourra pas mettre de stand devant les ascenseurs ni devant les escaliers. Travail de Jenny, il y a une deuxième partie, Jenny, je la dirai un peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous venons d'expliquer, de commenter, d'analyser avec cette question-là, notamment, on rentre directement sur le vivant, hein, sur le projet, sur le chantier. Ce chantier, il est désolant parce qu'on y a perdu le fait de s'accrocher le regard sur les tilleuls qu'on y trouvait. On trouve une place totalement dévastée. On a une place qui a déjà été caniculaire cet été. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est le chantier, évidemment, sans racines là, avec les difficultés dont on va parler aussi. Donc on a bien constaté, on a une perte actuelle. Pour discuter des arbres, on l'a évoqué aussi avec la question de l'autorisation qui avait été accordée par le préfet d'arracher les arbres, mais en prévoyant une compensation. Or là, on est berné, totalement berné. On est berné parce que dans l'instant, on a perdu les arbres, on a perdu l'îlot de fraîcheur, et on est certainement déjà berné par avance quand on voit, comme vient de l'expliquer Jenny, que ce projet de Tree Parker d'installation des arbres, eh bien, c'est à nouveau quelque chose qui ne sera pas tenu comme engagement. Voilà. S'il y a des questions, oui, Chantal. Alors c'est une question un peu spéciale. Justement, au vu du gouffre entre les données que Jenny a cherchées et qui me semblent fiables et la version de la municipalité, je me demande, est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce qu'ils se désintéressent à ce point de qu'est-ce que va devenir cette place avec l'îlot de fraîcheur qu'elle était avant? Ou alors c'est du pur mensonge? Alors bien sûr, je crois que personne n'a la réponse, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il y en a une réponse, effectivement? Est-ce qu'on a un avis? Bon, la situation de Jenny, bien. Attends, là. Tu vas. Le dimanche, je lui ai demandé s'il avait lu la brochure, les directives d'installation et le manuel de garantie de Tree Parker. Il m'a dit que non. Alors je lui ai dit ce qu'il y avait dedans et il n'était pas content du tout. Voilà. Et il a compris qu'il fallait que ce soit monté en pleine terre. Et donc je lui ai dit, mais vous mentiez à tout le monde en faisant croire que vous allez faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et il a dit, vous avez menti au tribunal. J'ai dit, non, c'est votre avocat qui a menti en disant qu'il y avait de l'eau salée sous la place. Alors que dans les puits, il n'y a que de l'eau douce. Voilà. C'était leur dimanche de Pâques. Oui, donc la vision du chantier à l'heure actuelle, c'est cette place désolée, ravagée, on va le dire, dévastée, sans arbres. Et on peut réserver aussi, dans ce que l'on voit, l'abandon du kiosque, hein, dans l'état actuel. Là aussi, une promesse de le reconstruire et de le remettre en état. On aurait bien aimé avoir effectivement ce soir M. Sabatier parmi nous, qui nous a assuré que le chantier et le kiosque, nous on aurait bien aimé avoir un engagement, quelque chose de sérieux d'écrit, pas des fanfaronnades lors des conseils municipaux où on dit simplement des choses sans aller plus loin, sans répondre vraiment aux questions. Le kiosque a disparu. Les arbres restants, on se pose la question si à l'heure actuelle, avec la fin des parois moulées sur la place, comme ils sont en train d'achever ce travail-là, oui, ce travail-là, si ces arbres vont survivre aussi. C'est-à-dire que système d'irrigation, naturellement, avec les parois de 15 mètres qui ont atteint
profondeur de 15 mètres, le système qui les alimentait en eau va très certainement ne plus correspondre à ce qu'ils vivaient. Il faut surveiller de près nos arbres, là aussi ceux qui sont restants là-dessus sur la place. Et combien ça va coûter? Mais ça, c'est après. Voilà. Donc on va passer, si vous avez d'autres, s'il n'y a pas de questions sur ce point-là, on va rentrer dans du détail un peu encore plus technique peut-être. Louis, sur le chantier, on t'écoute. Je voulais rajouter que s'il y avait des néo-sétois, comme on les appelle, qui sont pas là depuis 4 générations, 5 générations, alors je plaisante, mais qui viennent d'arriver à 7 et qui n'ont pas encore participé au samedi matin à certaines de nos discours, qui n'hésitent pas à poser des questions plus précises. On est vraiment là pour y répondre. Mais tout d'abord, mesdames, messieurs, bonsoir. Mon intervention durera 3 minutes. 3 minutes parce que le sujet est chronométré, c'est pour vous laisser la parole. Pour dire que M. François Comène, le maire de Sète, ment aux Sétoises et aux Sétois, vous le savez déjà. Mais je vais vous donner 3 exemples pour le confirmer. Le premier, c'est quand il dit sur les radios qu'il n'y a pas d'eau dans le sous-sol de notre ville, il ment. Avec les cartes du BRGL que nous a fournies Henri Loison, qui est à ma gauche, nous pouvons voir qu'il y a bien de l'eau qui descend de Saint-Clair du côté est et du côté nord du Mont. Le deuxième exemple, c'est quand je vous ai informé des 16 puits d'eau d'eau potable qui existent à Sète et que les Sétoises et les Sétois ont consommé depuis la création de notre ville en 1673 jusqu'au 31 août 1862, lorsque l'eau potable provenant de la source d'Abel a Issanca. Pendant 189 ans, les Sétoises et les Sétois ont bu cette eau. Le troisième, c'est les panneaux publicitaires. Panneaux publicitaires payés bien sûr par les impôts, vous avez compris, sur les palissades du chantier du parking, où aucun montre l'emprise des rampes d'accès, des véhicules, des 2 ascenseurs, des 3 escaliers, des bouches de ventilation du parking obligatoires en cas d'incendie pour extraire les fumées, soit un total de plus de 350 mètres carrés. Vous voyez, c'est précis parce que je suis allé mesurer et je suis proche des codes de Génie. Pour cela, j'ai mesuré moi-même sur la planche Victor Hugo l'ensemble de ces ouvrages où il n'y aura pas d'arbre, ni de pot de fleurs, même pas un brin d'herbe sur ces 350 mètres carrés. 350 mètres carrés, regardez la rubalise, c'est ça. Je l'ai mesuré cet après-midi. Ces 350 mètres carrés, vous voyez, il sera stérile de végétaux. Merci à Corinne, Eric, Guillaume et Vicente de vous démontrer ce que ça va sur la place Aristide-Briand, vide. Impressionnant, oui, l'état de démonstration. On ne la connaissait pas encore, hein. C'est toujours... Alors, c'est plus de 350 mètres carrés sont à déduire de la surface du parking qui couvre 100 mètres par 50, soit 5000 mètres carrés. Ça sera à déduire par une dalle de béton sur laquelle est supposé pousser de l'arbre. Supposé. Je ne vous parle pas des ouvrages divers qui couvraient auparavant la place, à savoir le kiosque, si c'est le même qui sera mis en place. La bonbonnière, les terrasses des bars et des restaurants, de l'aire de jeu, c'est le retour de sa superficie. Des allées, du manège, des toilettes publiques, l'établissement mignon, qui déjà a réduit de moitié et qui est devant la médiathèque. Alors, quand M. François Comène nous dit qu'il y aura plus d'arbres qu'avant, et j'ai hâte de voir les arbres qui vont être plantés, leur espèce et leur taille lorsqu'ils seront matures. Il nous promet 107 arbres sur 82 qui avaient soit 25 arbres de plus. Merci. Christophe, il nous met la photo
que des militants de banque publique, je ne les citerai pas, ont pris sous le puits qui est 11 rue du 11 novembre. En pleine période de sécheresse, au mois de septembre dernier, le puits, vous voyez qu'il y a de l'eau. Ça, c'est le fond du puits. Il y a une paroi maçonnée avec un cètre à 10 mètres de hauteur sur 15 mètres de profondeur. Vous avez donc un premier cètre, ce fond avec l'eau. Au milieu, un petit peu plus haut, c'est là où il y avait la noria qui montait l'eau. Puis vous avez à nouveau la maçonnerie et le couloir, un petit couloir de 4 mètres où il y a le puits pour remonter. Mais à l'époque, il n'existait pas, puisque là où il y a ce puits, il démarre du milieu de la rue du 11 novembre, sous l'immeuble de chez Lulu, qui n'existait pas. Donc la noria était là. Lorsqu'il y a eu cette pression immobilière pour construire, et on connaît les dates, ils ont été obligés de faire ce tunnel pour y mettre à l'extrémité, au niveau du puits, une pompe en fonte, comme on connaissait au Château d'Eau ou à Saint-Clair. Puis par la suite, lorsque l'eau d'Isanka est arrivée, on a supprimé cette pompe, on a fermé et on l'a oublié. Jusqu'à 1983-1984, lorsqu'on refait des trottoirs, on a redécouvert ce puits. Mais il y a bien de l'eau actuellement dans ce puits, rue du 11 novembre, et encore plus maintenant avec ce qui pleut dans les Cévennes. Ça sera le travail d'Henri Loison qui vous le démontrera. Voilà le fameux tunnel avec l'échelle au fond. Ça a été fait en second. C'est Robert Loison qui, c'est son domaine, l'eau, qui vous en parlera. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question. Attends, le micro. Mais n'hésitez pas à la question. C'est le moment. Si, pardon. Oui, je veux savoir qu'est-ce que ça devient, ça ça va être condamné, ça va être muré Ah non, ça ne peut pas être muré. C'est pris sous le trottoir et sous un bâtiment. Et puis c'est des vestiges de 7. Oui, enfin bon, les vestiges, on a vu ce qu'ils en faisaient. Oui. Ah non, oui, ça se situe rue du 11 novembre. Le parking est en contrebas. Par contre, il y a un autre puits, presque en face de chez François, à la BNP, rue du 8 mai, qui est au niveau des escaliers, qui appartenait à la même personne, M. Marès. Et lui, il est pareil, il y avait une robe. Et lui, il est caché. Alors j'espère qu'ils ne vont pas l'effondrer. Et il faut dire qu'à Sète, il y a beaucoup de réseaux comme ça. Il y a beaucoup de réseaux, en plus des qualités naturelles. D'autres questions? Dites-moi. Les plats que je vous ai parlé, c'est donc François Henri qui nous a fourni, des VRGM. Il vous en parlera. On ne peut pas dire que c'est mensonge. C'est bien du réel. Et concernant les puits, je les ai cités, et avec les écoulements qui viennent de Saint-Clair, qui sont répertoriés. Alors je ne comprends pas ceux qui s'amusent à faire, le maire, de dire qu'il n'y a pas d'eau à Sète. Voilà, c'est un mensonge. Et quand un premier magistrat commence à mentir, je pense que les citoyens doivent le sanctionner. Concernant les dimensions, elles sont là, les dimensions que j'ai prises pour retrouver ces plus de 350 m² où il n'y aura rien que du béton, des ascenseurs, des escaliers, etc. Voilà tout ça ce que vous allez perdre, tout ce que nous allons perdre de la place de ces regards. Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Autour de nos rondes folles, pigeon vole, 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 vole. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole, tiens, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Dessous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement.
Et dans l'herbe du pont vole et s'envole nos rêves d'enfants. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand, et loin du temps de l'école, je suis partie, vol, vol au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole et s'envole, mon cœur vole. Il y a un arbre. On va passer la parole après cet enchaînement. Ça aurait été plein de belles surprises. Hein. Tout dans le valise, oui, tu me le confirmes. Henri Loison, donc, que vous connaissez, je le laisse se présenter. Et en projection derrière, le schéma, justement, dont vient de parler Louis, qui vient du BRGL. Il va expliquer tout ça peut-être au fur et à mesure. Voilà. Bonsoir. Je suis le président du comité des usagers de bassin de l'auto du cycle de l'eau. Alors nous, on est un comité de bassin, puisque ce parking est porté par l'agglomération et d'autres actionnaires de la société publique locale du bassin de l'auto. Nous pouvons dire que nous participons financièrement à la construction de ce parking, qui est un désastre pour votre ville et mon ancienne ville, puisque je suis sétois d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de... Je ne vais pas m'étendre sur le comité, on vous a distribué des livrets, vous trouverez toutes les informations qui nous concernent. Ce qui est intéressant, c'est ce parking. Alors, quand le maire de Sète, François Comène, dit qu'il n'y a pas d'eau sous la place, on peut déjà poser la question pourquoi avoir déposé une déclaration sur la loi sur l'eau, puisqu'on dépose cette déclaration quand on a besoin de pomper de l'eau. Donc ce parking va engendrer effectivement des pompages qui seront longs, puisqu'ils sont étalés sur 12 mois. Il est prévu dans le dossier qui a été déposé 70 000 m3 de pompage sur l'année. C'est une gageure de dire ça parce qu'il y a certainement beaucoup plus d'eau sous la place que ce qu'il avait dit. Alors là, c'est on voit le pic du mois Saint-Clair. Oui, c'est ça. Donc toute la partie haute du mont Saint-Clair qui descend vers la place, c'est de l'eau douce dans un milieu karstique, milieu calcaire. En fait, un karst, c'est une éponge dont l'eau... ouais, c'est pas grave. Donc, c'est un milieu karstique et qu'on trouve sous la place. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire sur la place, sous la place. Donc, sous cette place, il y a ce milieu karstique qui est fait de roches dures. Et c'est bien sûr qui a posé des problèmes lors des constructions des parois, puisque vous avez vu qu'il a été mis en place du matériel de perforation assez important pour permettre de casser ce calcaire, ce qui veut dire aussi que la difficulté engendrée par ces travaux-là peuvent mettre en doute l'étanchéité elle-même des parois sur l'ensemble de la place avec des niveaux qui sont différents suivant où on se situe sur la place. C'est-à-dire qu'en haut, comme on descend moins bas, la paroi elle est moins haute, et en bas, où on descend plus facilement dans les fonds sablonneux, les parois seront quasiment à la hauteur voulue, c'est-à-dire 14 mètres, plus 1,5 m pour le triparqueur, 17 mètres. Alors qu'en haut sera 8,50 m à 10 mètres maximum. Et il faudra que tout ça soit étanche. Pourquoi il faut que ce soit étanche? Parce que l'eau, elle ne va pas contourner ce qu'ils ont fait en paroi, elle va passer dessous. Donc à un moment donné, d'ailleurs,
les personnes qui ont préparé ce dossier disent bien qu'ils peuvent être amenés à inonder le fond de parking qui va être construit pour éviter la poussée d'Archimède et que l'eau remonte. Voilà, ça c'est ce qui est expliqué. Alors, ces techniques, c'est vrai que c'est très compréhensible. Moi je ne suis pas technicien, je suis technicien de finances publiques, ça n'a rien à voir. Donc, je ne suis pas un expert, c'est vrai que je suis un amateur éclairé. Alors, généralement, un amateur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les choses dont il étudie. Voilà, dans la salle, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs. Et que ce sont souvent des gens qui sont fort intéressants parce qu'ils sont plus chercheurs que les chercheurs. Voilà. On a cherché beaucoup, hein. On a une hydrogéologue qui est dans notre comité, on a des ingénieurs en écologie, on a tout un tas de gens. On a beaucoup cherché et je pense qu'on a vraiment trouvé. Ce qui a amené d'ailleurs les responsables de la société publique locale à dire des INEPSI comme dire que le CARS est homogène. Alors qu'un CARS, par définition, ne peut pas être homogène, c'est hétérogène. Donc déjà, on a un point qui est assez complexe à comprendre pour nous. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus d'eau à pomper que ce qui est dit? Alors, c'est fondamental les pompages, parce que le dossier qui a été déposé, c'est 30 mètres cubes heure de pompage. Si vous dépassez ce cubage régulièrement et significativement, vous êtes obligé d'arrêter le chantier. Alors, d'après ce qu'on sait, on peut avoir jusqu'à 150 mètres cubes heure. Comment le saurons-nous? C'est qu'obligatoirement, vous aurez un compteur qui va indiquer les volumes pompés. Ce compteur, nous demandons qu'il soit affiché numériquement au même titre que les places de parking libres quand on rentre dans la ville de Sète. Donc ça, on saura si on est à 30 mètres cubes, 31, 40, 60 ou 150. Et nous, on dit à partir de 31 mètres cubes, on arrête tout. On arrête tout, on avise le préfet. S'ils ne font pas cela, ils peuvent être passibles de sanctions. Ça veut dire quoi, arrêter tout? Ça veut dire redéposer, s'il y a eu une nécessité, un nouveau dossier de déclaration de loi sur l'eau, avec une étude d'impact que nous demandons depuis longtemps, qui peut durer plusieurs mois, voire un an. Donc, on peut avoir un chantier complètement arrêté. C'est ça l'importance de ce combat que nous menons avec le banc public depuis plusieurs mois, où on a apporté notre expertise, et une expertise citoyenne, indépendante, gratuite. C'est pas tout le monde qui fait ce genre d'expertise gratuitement. Alors, il y a certainement, dans les semaines à venir, un basculement dans le dossier. Henri, il te reste 2 minutes. Voilà. Il va y avoir un basculement dans le dossier, ce qui va permettre à chacun de mesurer, à partir des premiers pompages, combien on pompe d'eau. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra un fort mouvement citoyen pour faire arrêter ce chantier. Dernière information, on vous dit c'est le banc public, c'est les citoyens qui empêchent ce chantier de démarrer dans les délais. C'est faux. C'est le dossier loi sur l'eau. Le dossier loi sur l'eau disait jusqu'au 16 avril 2023, le chantier ne pouvait pas commencer. Parce que jusqu'au 16 avril 2023, dans le cadre du dossier de loi sur l'eau, le préfet pouvait s'opposer au projet. Donc, il fallait bien attendre le 16 avril 2023 pour commencer le chantier. Il a démarré, sauf erreur de ma part, cette fois-là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est interactif, c'est bien d'avoir des questions à poser. On peut y répondre si on peut pas, on le dit. Mais c'est un dossier pour nous qu'on avait inscrit dans notre objectif de connaître la ressource en eau au milieu urbain et comment la traiter. Ça, c'était notre objectif bien avant aussi que le chantier démarre. Je vous remercie. Ce dossier est complexe. Encore merci effectivement à Henri. Là aussi, vous avez des questions à poser certainement. N'hésitez pas. Vous êtes bienvenus à ce soir. Je vois. Je voudrais savoir si on peut faire analyser l'eau du puits par quelqu'un d'officiel, donc officiellement, voilà, le puits de la rue du 11 novembre. Voilà. Merci. L'eau du puits, on a montré la photo tout à l'heure. Voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? En toute sincérité, il faudrait entamer une démarche officielle dans ce cadre-là, mais on devrait répondre à ce sujet-là, mais le plus important pour nous, c'est pas étudier nos puits actuellement, c'est étudier les eaux polluées qui vont être déversées dans le milieu naturel. Parce que les eaux qui sont sous la place, quantifiables ou pas, dépassent largement ce qui est dit dans la loi sur l'eau, puisque ça descend de Saint-Clair, au fur et à mesure que ça ruisselle et que ces précipitations ont lieu, comme c'est le cas dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, ça va se recharger automatiquement. C'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée. L'eau salée, elle est au canal, elle est bien plus loin que la place, mais elle pourra remonter par la suite, alors on n'y pas, ça aussi c'est à voir. Donc, ce qui est important, c'est d'analyser l'eau qui est rejetée dans le milieu naturel. Vous savez, on s'est battu au mois de décembre, janvier, nous avions fait une lettre ouverte au préfet par rapport à la crise du norovirus, où on avait expliqué qu'on nous avait demandé une station d'épuration des eaux usées pour traiter les eaux dans les plus mauvaises conditions, et on s'est aperçu que cette station qui a coûté 72 millions d'euros à l'agglomération, elle était capable d'éliminer le norovirus. Et il est dit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, effectivement, par le maire de Sète, qu'on ne peut pas lutter contre le norovirus. Ce qui est certainement vrai, et qui devait être amélioré si on avait prévu toutes les conditions que nous déposions dans nos projets à ce moment-là, en 2017, lors de la construction de cette station d'épuration. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'analyser l'eau qui va être rejetée dans le milieu naturel. Ça c'est important. L'eau du pluie ne sera pas que de l'eau douce. C'est pour permettre aux personnes qui, à l'entendant, de pouvoir parler. Voilà, si vous m'entendez, c'est mieux. Alors, une autre question. Oui, la réponse vient d'être donnée. Je voulais demander où allait l'eau pompée. Si elle va dans le canal est un milieu naturel, est-ce que c'est autorisé? Et que vont faire les gens du chantier pour cette eau qui va être pompée? Elle est prouvée, en fait, le rejet semble, nous, ça efface. Alors, on a appris ça dernièrement, on ne nous avait pas donné cette information. Nous avons posé deux questions. Si elle est rejetée dans le milieu naturel, il faut des analyses quotidiennes de l'eau rejetée. Si elle est rejetée dans le milieu des eaux usées, c'est-à-dire par les canalisations qui arriveront aux stations d'épuration, en particulier à la station d'épuration des eaux blanches, à ce moment-là, il faudra avoir l'autorisation du gestionnaire de la station, c'est-à-dire Suez. Et nous n'avons aucunement de réponse sur ce sujet-là. Nous, on pensait, moi je pense toujours qu'à terme, elle sera rejetée à la station d'épuration. Parce que si on veut la rejeter dans le canal, il faudra bien qu'on ait des canalisations qui nous l'amènent dans le canal. Soit c'est des canalisations aériennes, on avait connu ça sur le boulevard de Verdun, où les canalisations aériennes étaient déposées dans un grand bac, l'eau qui était après rejetée dans le milieu naturel. Là, quand même, il faut. Si on passe, il n'y a pas en dehors de l'égout, si on passe par le pluvial, je ne sais pas, il y a juste un séparatif entre le pluvial et l'égout qui a été fait dernièrement sur le quai en face du Grand Hôtel. Ça, c'est ce que nous nous sommes aperçus. Et il n'y a pas d'autres possibilités si ce ne sont des canalisations apparentes. On a une autre question ici. Oui, bonsoir. Moi, ce que je voulais avoir confirmation, il semblerait que le chantier s'arrêterait automatiquement s'il y a plus de 30 mètres cubes d'eau pompée par heure, ce qui ne devrait peut-être pas tarder avec les pluies que nous avons en hauteur. Donc, je voulais savoir si on avait confirmation de cette donnée. Pour avoir assisté à la réunion visioconférence avec la société publique locale du bassin de Thau, la personne qui a représenté le cabinet d'études, me semble-t-il, c'est la société qui est connue par le passé à Bessol, a bien dit que si on dépassait les 30 mètres cubes, on arrêtait le chantier pour revenir à stabilité. Pour attendre que ça descende en dessous de 30 mètres. Exactement. Combien de temps? Ça dépendra de la nature. Si on dépasse largement significativement les 30 mètres cubes, c'est plus une question d'attente. C'est qu'on est obligé de redéposer un dossier. On est obligé de redéposer un dossier, puisque les données ont été faussées. Si vous avez constamment 100 mètres cubes heure, c'est en heure, et qu'on parle de 100 mètres cubes, on parle de 100 mètres cubes heure, et 30 mètres cubes heure, si on dépasse ces données-là, on revient à la case départ. On
on redépose un dossier. Parce que il y a malheureusement des seuils pour être dans le cadre déclaratif ou dans le cadre de l'autorisation. Là, on est dans le cadre déclaratif. Si on arrive à 200 000 mètres cubes an, on est dans le cadre d'autorisation avec l'étude d'impact environnemental, c'est-à-dire plus d'1 an de travaux pour étudier ce qui se produit sur le milieu naturel, en particulier sur l'eau. Le plus important, c'est que tous ces compagnes risquent de mettre en péril la stabilité naturelle de l'eau douce. C'est une lentille d'eau, si vous la... Je parle avec mon ami Jean-Jacques, j'espère pas dire trop de bêtises. Si on déstabilise ce phénomène naturel, est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions sur d'autres endroits de la collectivité où il y a de l'eau, puisqu'il semblerait qu'il y ait pas mal d'interconnexions entre différentes arrivées d'eau, si c'est ce que j'avais bien compris. Ça a l'air d'être un phénomène très complexe parce qu'on n'a jamais étudié ça sur votre ville et sur notre ville. Ça, c'est des motos, ça. Des motos, c'est l'étude sur les eaux souterraines, c'est 5 700 000 € que ça a coûté. À la collectivité, nous avons critiqué cette étude-là parce qu'on ne voyait pas la finalité. Et à la fin de l'étude, on ne sait toujours pas ce qui se passe réellement sur une commune comme celle de Sète et comme celle de Frontignan et d'ailleurs. On sait pertinemment où sont les différentes eaux, les eaux captives, les eaux libres, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Henri, on essaie de passer une question. Je voulais juste savoir qui va faire ce comptage et quelle transparence. Normalement, d'après ce qu'on sait légalement, il doit y avoir un compteur volumétrique. Donc c'est à nous de demander que ce compteur volumétrique soit visible par l'ensemble des citoyennes et des citoyens. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit aussi grand que ces compteurs qui annoncent qu'il y a beaucoup de places libres dans les parkings étoiles. Oui, en fait, cette histoire de compteur et de vérification de ce compteur, c'est important, parce que c'est bien, si c'est eux qui l'ont dans la main et qu'il n'y a qu'eux qui le contrôlent, ça ne sera pas évident. On travaille dessus au niveau judiciaire pour que ce soit obligatoirement contrôlé par des indépendants. Voilà. Mais après, quand même, quand il y aura l'installation du chantier avec les pompages, en fonction des pompes qui vont être installées, on va plutôt voir quels sont les volumes qui vont être pompés. On ne mettra pas une pompe en marche pour 20-30 mètres cubes heure, comme pour un pompage de 150 mètres cubes heure. Ça a un coût. Donc il y aura bien cela qui sera visible. On avait pu calculer sur le boulevard Camille Blanc en fonction des pompes mises en place, le débit qui était annoncé. Bon, et on a parlé de la station d'épuration, il faut se méfier avec l'opacité que nous avons à 7. On n'est plus à 7, on est à Palerme. Mais c'est la mafia. À l'opacité, l'année dernière, en début d'année, non, l'année dernière, en décembre 2022, la station a débordé, on a chauné, les huîtres, les coquillages étaient interdits. Et nous avons appris, récemment, personne ne le savait, par le maire de Metz, qui nous a reçus, qu'elle a redébordé, il n'y a pas très longtemps, en septembre. Personne ne le sait. Et surtout pas les médias vont en parler. Voilà. Alors je ne pense pas que le maire de Metz soit un menteur, il nous l'a balancé, et non, il faut sortir de cette opacité. merci, mais les questions se multiplient, c'est très bien. Moi j'ai deux questions. Si on est à plus de 30 mètres cubes heure, techniquement ça va générer des conduits d'évacuation des eaux de quel diamètre? Ça, j'ai aucune idée pour vous répondre à cela. N'importe comment, moi je pense que ça ne sera pas rejeté dans le milieu naturel. Ça veut dire que les conduits existants ne vont pas pouvoir évacuer autant de flotte. Ben, si on le rejette dans l'égout, il n'y a aucun problème. Ils ont été changés il n'y a pas longtemps.
Il n'y a aucun problème. Et une autre question sur l'opacité, comment on peut l'arrêter, quoi, vu qu'il transgresse toutes les réglementations, parce que là, il n'y a pas de fin, ce truc-là. Enfin, là, il va bientôt s'arrêter dans un an, j'espère. Mais comment on fait pour l'arrêter avant, quoi? Il y a un expert qui s'occupe de ça, on ne peut pas l'attaquer. L'expert, dans le cadre de la déclaration de la loi sur l'eau, c'est le préfet. C'est un rapport de force, hein, je veux dire par là. Après, il faut mesurer quand même que c'est une atteinte au milieu importante. Je pense que les organismes préfectoraux réagiraient, puisqu'ils ont toujours dit aussi, d'après ce qu'on en sait, qu'ils verraient en fonction des pompages. Oui, il faut voir deux choses. Il y a des conduites d'eau usée qui ont été changées rue Gabriel Péry il y a 6 mois, peut-être maintenant, avec des sacrés diamètres. C'était très bien, il fallait qu'elles soient changées. Ils en ont profité pour faire un diamètre, je pense, conséquent. 65 cm de diamètre. 60 cm de diamètre. Donc, je ne suis pas spécialiste pour un des bidons c'est beaucoup. Donc, a priori, même si ça dépasse les 30 pieds de cube, l'eau ne va pas s'en répandre dans la ville. Elle va passer là-dedans. Mais, ça revient sur une question, le contrôle, effectivement, ça, on travaille dessus pour... on ne peut pas en dire plus pour l'instant, mais on travaille dessus. On espère pouvoir faire contrôler ça honnêtement. Je vais dire comme ça. D'autres questions? Savoir si par rapport à une attaque majeure au milieu naturel que le Mont-Saint-Clair et à toute l'eau qui a pu donner, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques aussi plus fort? Encore pas. Ah, très près. Bon. Quant au risque de glissement de terrain, est-ce qu'il y a eu des forages ou des études faites à ce niveau-là? Est-ce que c'est un risque qu'on peut tout à fait mettre de côté? Ou est-ce que c'est un risque qui peut être inhérent à tous ces forages, à toutes ces complications du terrain? Moi, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Normalement, l'étude n'est pas que de prévoir ce genre de choses, s'il y a des glissements de terrain. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les pompages entraînent de l'érosion en même temps sur la place. Sous la place, il y aura de l'érosion pour son des forages. Alors, il y a des études méthodologiques normées, et pour les avoir lues longuement, et avec d'autres, on s'est bien aperçu que l'étude méthodologique normée n'était pas suivie correctement. Par rapport à ce problème d'eau en particulier, ou en général par rapport au problème des travaux sur le chantier, qu'en est-il du rôle de l'expert judiciaire? Quelle information reçoit-il? Et comment ces informations sont-elles relayées auprès de banque publique? Christophe? Non? Gilles? François? Christophe? Que vous voulez? 2 minutes. Ah non, le moins, c'est Je vais essayer. Donc l'expert judiciaire, il a été nommé en mars. On a fait la demande en février. Les ont fait la demande en février, surtout par banque publique. Il a été nommé assez vite par l'administratif en mars. Mais il n'a pas pu commencer ses travaux tout de suite parce que il lui fallait une salle pour faire une première réunion contradictoire à la mairie, et la mairie n'a pas trouvé de salle avant 2 mois. Il n'y avait pas de salle libre. Donc on a attendu 2 mois qu'à la première réunion contradictoire. Et à cette réunion contradictoire, où seules les parties étaient présentes, SPLBT, mairie et riverains concernés, plaignants du moins, et autour de cette réunion, on a expliqué sa méthode, on a posé des questions, on a donné des informations, et il a dit qu'il pourrait commencer quand il serait payé. Normal. Et donc il a demandé au tribunal administratif d'être payé. Le tribunal administratif, ça fait encore du temps, a décidé que c'est la SPLBT qui payerait.
logique. On pourrait croire que la SPLBT a payé. Non, la SPLBT n'a pas payé. Le résultat, c'est que l'expert ne commençait pas. Donc la SPLBT ne paye pas. Finalement, le tribunal administratif, la SPLBT, c'est celle qui la société qui construit le chantier. J'en parlais tout à l'heure. Ça dépend des lots et des années. Et donc, finalement, le juge lui a ordonné de commencer ses travaux sans être payé. Il a commencé ses travaux. Et il y a un certain temps, nous avons tenu une réunion contradictoire en visioconférence entre les différentes parties, et nous, de notre côté, en étant accompagnés par un expert qui avait fait une étude hydrogéologique, comme tout le grand public avait payé, il y a déjà plusieurs mois. Et cet expert contestait les données de la SPLBT, de la société qui avait fait le sondage à Bessor, enfin, peu importe des études techniques préalables au chantier. Cet expert était présent à la réunion contradictoire et il a développé cet argument face auquel la SPLBT et leurs experts ont été en difficulté pour répondre. C'est là, par exemple, qu'on a appris que, je ne sais pas, le quartz était homogène. Mon frère a suffi de prendre le dictionnaire. On a appris des choses comme ça. On s'est rendu compte qu'en fait, du côté des experts de l'autre côté, la compétence était limite, coûteuse, on va dire incertaine. Au point que l'expert a dit, dans ces conditions, moi je ne suis pas hydrogéologue, je n'ai pas la compétence pour étudier la question, je vais demander la nomination d'un sapiteur, c'est-à-dire d'un sachant, d'un autre expert, par le juge. Et il a mis le nom de cet expert. Nous, on avait proposé Berger, l'expert judiciaire préféré, cet expert privé, qui est un expert auprès d'un cour d'appel, il n'y a pas d'être hydrogéologue, non, pas hydrogéologue. Géotechnicien. 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 Donc, il est compétent sur tout ce qui concerne le sous-sol, pas forcément sur l'eau, peu importe. Donc, ce sapiteur, cet expert bis, si vous voulez, cet expert adjoint, est nommé depuis quelques jours, il y a 15 jours, et pour l'éclairer, nous avons remis les riverains avec mon public, nous avons fait un document, ce qu'on appelle un DIR en droit, un document pour cet expert et pour les magistrats, et bien sûr pour les autres parties. Nous sommes une situation contradictoire. Dès qu'on dit quelque chose, c'est immédiatement connu de l'autre partie. Et réciproquement, nous apercevons que nous n'apprenons rien, c'est-à-dire que la SPLBT ne répond pas, ne donne pas d'informations aux experts, et l'autre, dans la réunion a demandé explicitement à la SPLBT de fournir un certain nombre de documents. À notre connaissance, ils ne sont toujours pas arrivés, parce que si c'est arrivé, on les aurait. C'est la procédure contradictoire, on a tous simultanément dit que l'un a fait un geste et l'autre est informé. Voilà, donc à l'heure qu'il est, nous avons fait un document de 7 pages, technique, très technique, appuyé par des experts, que nous avons remis, d'ailleurs, il y a très peu de temps, la semaine dernière, à l'expert judiciaire et donc à l'expert adjoint, si je puis dire. C'est dans leurs mains et donc c'est forcément dans les mains aussi de nos adversaires. Ça ne nous gêne pas de faire dans les mains d'adversaires. Nous, on développe une série d'arguments techniques très précis et qui sont, à notre avis, très solides. Certains ont été repris tout de suite, d'ailleurs pas Henri, mais il y en a d'autres. Voilà, c'en est là. Donc c'est très lent. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est pas très satisfaisant. Au sens où, vraiment, le temps de la justice n'est pas le temps des travaux. On n'est pas au même niveau. Les bulldozers vont beaucoup plus vite que les juges. Bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on a d'autres thèmes à traiter, mais c'est vrai que c'était un thème, vous l'avez senti, central et surtout dans l'actualité de ces dernières semaines dans la lutte. S'il n'y a pas d'autres questions, on va glisser vers le thème suivant. Et on glisse tout en musique, tout en douceur. À vous les artistes. Quand
dire d'aller chercher des morceaux de feuilles de vigne sur de lisses fleurs d'orange avec des pétales de rose, un peu de corsage lui fit. La belle n'était pas bien rose, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre, elle fut toute déshabillée. Je du plage nue, car à la fontaine, souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent, qu'il fit du vent. Celui qui ne peut pas du tout payer, il va au masculin, il marche 1 kilomètre pour aller dans les halles. Celui qui peut payer un peu, il ira dans le parking de l'avenue Victor Hugo. Celui qui est très aisé, il ira se garer sur le parking sous le canal. Et celui qui est encore plus aisé, il ira se garer au-dessus des halles. Celui qui ne peut pas du tout payer, il va au masculin, il marche 1 kilomètre pour aller dans les halles. Celui qui peut payer un peu, il ira dans le parking de l'avenue Victor Hugo. Celui qui est très aisé, il ira se garer sur le parking sous le canal. Et celui qui est encore plus aisé, il ira se garer au-dessus des halles. Alors, on a des projets nous aussi, hein. Pas tout à fait les mêmes. Quel mépris pour les citoyens. Pas tout à fait les mêmes. Donc, c'était une déclaration faite en juillet 2020 au cinéma Le Comédia par M. le maire de Sète, François Cobain, lorsque c'était au Palace, pardon, excuse-moi, au Palace, au cinéma Le Palace, lorsque il avait engagé les travaux, allait s'engager quelques jours après, les travaux de la place Stalingrad, c'est-à-dire qui est devenu maintenant appelé parking Victor Hugo, dont on connaît un petit peu l'évolution. Donc, à projet pour projet, eh ben, nous, on avance avec des alternatives autres que cette ségrégation sociale, bien clairement affichée, sans problème. Ben, c'est dit, hein, soyons clairs. Les pauvres out, les riches in, et le système fonctionne, et les voitures vont de pair, les grosses voitures au centre, et les petits modèles à l'extérieur des villes. Chantal, ton projet, quand je dis ton projet, je ne peux pas crier non plus. Ton projet, c'est quoi? Le projet. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ça, c'est une fake news. Ce ne sera pas mon projet, ce sera notre projet. Moi, je vais juste rappeler quelques chiffres, quelques bilans actuels dans notre société et dans le monde entier, concernant donc la responsable de tout, qui est la voiture. Donc, comme peut-être vous le savez, les transports en France sont responsables d'1 tiers de la pollution. Donc la pollution qui est très grave, puisque chaque année, elle fait plein de personnes malades, il y a des décès, enfin bon. On reviendra sur les effets nocifs de cette pollution. Donc les transports, 2 tiers. Et parmi ces 2 tiers, la voiture occupe plus de 50% de la place en termes de pollution. Et cette pollution est surtout
comment dire, elle est plus forte en ville que sur les routes ou la campagne. Elle est plus forte parce qu'en ville, on n'a pas une vitesse constante, on s'arrête, on freine, on accélère, et tout ça fait que la pollution est beaucoup plus est supérieure à la normale. Donc, ce qui se passe depuis quelques années, pour pas dire décennies, c'est une réflexion pour savoir comment on peut faire pour réduire la place de la voiture en ville. Ce n'est pas l'éradiquer, mais c'est la réduire. Et pour cela, il y a des solutions. Il y a plein de villes, déjà en France, qui s'y exercent. On en parlera plus tard dans les alternatives. Il y a aussi des villes en Europe qui ont passé le pas. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pontevedra en Espagne, qui est une ville pionnière en matière de réduction de la voiture en ville et supprimer la voiture au centre-ville. C'était dans les années 2000 à peu près. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que M. Comène, le maire de Sète, a rendu visite à cette ville, est parti à Pontevedra et est revenu enchanté en disant c'est super, vraiment, ils sont pionniers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire de ce qu'il a pu observer dans cette ville. Parce que dans cette ville, il n'y a pas de parking au centre. Le centre est réservé aux piétons. Le centre est réservé aux résidents qui ont besoin de déposer leurs courses, leurs bagages. Ils ont une demi-heure en gros pour décharger et après ils vont se garer dans des parkings qui sont à l'extérieur du centre-ville. Donc tout est mis en place pour éviter justement la pollution des voitures au centre-ville. Et ça veut dire quoi, éviter la pollution? Ça veut dire beaucoup moins de maladies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a beaucoup d'enfants qui, à cause de la pollution, ont des maladies d'asthme, respiratoires, et sans parler des décès qui sont vraiment très nombreux. Les décès à cause de la pollution viennent en 3e position en France. C'est-à-dire qu'ils viennent après les décès à cause de l'alcool, à cause du tabac, et en 3e position. En gros, c'est 50 000 personnes qui décèdent chaque année à cause de la pollution automobile. Je ne parle que de la pollution automobile. Comment? Un, deux. Ça s'ajoute à une autre pollution que nous avons à Sète, que d'autres villes n'ont pas. Les ferries. Oui, la pollution des bateaux et des particules fines qui sont particulièrement dangereuses pour les organismes. Oui, tout à fait. Là, on cumule à Sète. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà à poser avant que justement je développe un petit peu plus? Savoir quelle était la part de la pollution provoquée par les voitures dans une ville comme Sète. Et ensuite, est-ce que tu peux rappeler les chiffres de décès? Parce que tu as parlé des maladies, mais il y a des chiffres qui circulent sur le nombre de décès par an liés à la pollution de l'air. Alors pour Sète, moi j'ai pas de chiffres précis, pas d'analyse, mais on verra après que Sète est saturée. Je ne sais pas si vous vivez tous à Sète. Moi je suis malheureusement obligée souvent de remonter la rue Montmorency pour me rendre chez moi. Et franchement, j'ai du mal à respirer, c'est horrible. Il y a des embouteillages sur les quais, il y a des rues qui sont extrêmement fréquentées et qui polluent beaucoup le centre-ville. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les décès dus à la pollution des voitures en ville, c'est à peu près 50 000 personnes par an en France. En Europe, je l'avais noté, en Europe, il me semble que c'est plus de 200 000, dans les 250 000 à peu près. Voilà, et c'est des chiffres que vous pouvez rechercher. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est énorme. Et que la solution pour faire diminuer la pollution en ville, donc avec ces événements nocifs pour la population, c'est de réduire la place de la voiture. Alors, il y a des villes qui sont pionnières.
J'ai parlé tout à l'heure de Pontevedra, mais en France aussi. Moi j'ai vécu à La Rochelle il y a 30 ans. Déjà c'était la ville pionnière en matière de déplacement avec le vélo. Et actuellement j'y suis retournée cette année. La place de la voiture a été encore plus réduite. On peut faire le tour du port de La Rochelle à pied, en vélo, il n'y a plus de voiture. Toute la ville est sillonnée de pistes cyclables et c'est une ville, je pense, en matière de population, peut-être à peu près équivalente à 7, à peu de choses près. Et donc, ça m'amène à parler des déplacements doux. Dans des villes moyennes comme 7, on peut tout faire à pied. On peut vraiment tout faire à pied, parce qu'il a été constaté aussi que les voitures en ville, la plupart des déplacements se font sur, en gros, entre 3 et 5 km, pas plus. Et que pour des distances aussi minimes, on peut très bien marcher, pour ceux qui peuvent, on peut très bien se déplacer en vélo, mais il peut y avoir aussi, comme c'est fait dans des villes, des déplacements à la demande, des petites voitures, des taxis, qui, lorsque les personnes appellent, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer justement à pied, pour de multiples raisons, mais appellent et se font transporter d'un endroit à un autre. Ça a été mis en place, ça marche très bien, et c'est pas plus coûteux que construire un parking et subir les désagréments d'un flux de voitures. Alors, le parking est prévu pour 300 voitures, mais qui ne vont pas rester enfermées, parce que ça aussi, c'est vraiment une hérésie. On dit que ces 300 voitures vont disparaître de la surface pour être souterraines. Mais ces voitures, elles vont bien rentrer au centre-ville, elles vont en ressortir. Donc en rentrant et en sortant, elles vont aussi polluer. Et il va y avoir un flux, un turnover. Alors je ne sais pas si on calcule 300 voitures par heure, vous calculez sur 8 heures le nombre de voitures qui va rentrer en plein centre-ville de Sète. Bon, je veux dire, si on bataille contre ce parking, c'est parce qu'il nous semble complètement inutile et toxique pour la population et pour la ville de Sète. Sans parler qu'il y a déjà 3 parkings qui existent, et 3 parkings qui sont rarement pleins. Ce soir, on ne va pas l'aborder, mais nous avons, il y a quelqu'un de bon public qui a fait des études pendant plusieurs mois, qui a calculé le taux d'occupation de tous les parkings souterrains de Sète. Et ils sont vraiment largement loin d'être occupés en permanence. Donc, il y a de quoi se garder à Sète. Ensuite, pour les villes pionnières dont je parlais, les parkings relais de délestage, comme on dit, font très bien leur affaire. Parce que les touristes, ils viennent en ville pour visiter, pour découvrir. Ils peuvent très bien garer leur voiture à 1 kilomètre de la ville, prendre une navette qui les amènera au centre et après se promener à pied. Je veux dire, ça se fait dans des villes et c'est préconisé de plus en plus. Je veux dire, il y a le réchauffement climatique qui se rajoute, qui est une donnée supplémentaire, qui va faire qu'accélérer la pollution et la chaleur. Et comme on sait que les voitures polluent encore plus, la chaleur va faire monter. Enfin, tout est lié et bon, moi j'attends vos questions. Voilà, s'il y a des questions présentes sur ce thème-là, oui. Bonsoir. Justement, pour les Sétois, qui justement se plaignent de pouvoir se garer au centre-ville, notamment ceux qui travaillent tous les jours et qui galèrent au quotidien, est-ce que tu peux exposer de façon très précise les arguments qui pourraient les convaincre de l'inutilité de ce parking, de sa dangerosité en 2023 en plus, au centre, au cœur même de la ville? Merci. Merci pour la question. Bon, j'ai déjà répondu en partie en disant qu'il y avait d'autres parkings. Il y a 3 autres parkings au centre-ville. Il y a celui des Halles, qui est vraiment très proche de la place Aristide-Briand. Il y a celui du Canal. Et un petit peu plus loin, il y a celui de Victor Hugo. Et il y a des bus qui amènent quelqu'un qui ne voudrait pas se déplacer de Victor Hugo au centre-ville pourrait très bien prendre un bus qui le déposerait. Oui,
de transport, effectivement, en plus de la marche et du vélo, il y a aussi les transports en commun qu'il faut absolument favoriser et développer. Alors pour les Sétois, comme j'ai dit, il peut y avoir des dérogations et il peut y avoir aussi un système de vignettes qui permet aussi de se garer, pas forcément sous un parking souterrain, mais dans la ville qui serait réservée donc aux riverains en matière de parking pour se garer. Et ça c'est possible aussi, ça se fait ailleurs. Donc moi pendant un an j'ai garé ma voiture en Massoulé. Bon, je l'ai vendue après parce que je ne le savais plus. Mais pendant un an j'ai laissé ma voiture et après je me déplaçais à pied ou en vélo. Voilà. Ça va? Oui, avant des dernières élections, un an avant, j'avais fait partie avec d'autres collègues d'une commission sur les transports. C'est-à-dire que nous avons soumis de faire une ville sans voiture, avec des parkings à l'extérieur et les petites navettes gratuites. Et une s'était occupée des finances, c'est-à-dire que ça ne revenait pas cher à la ville et que personne n'était de perte, au contraire. Bon, nous avons soumis ce dossier à M. Corain, vous voyez, appelé comme ça, et bien entendu, c'est tombé dans les oubliettes. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections, il faudra ressortir de ce dossier. Voilà. Je vous remercie parce que ça va vraiment dans le sens de ce que je dis, c'est très intéressant. Et ça permet d'aborder aussi la gratuité. Je ne sais pas si vous savez, mais à Aubagne, à Dunkerque, ils ont mis les transports en commun gratuits avec, la gratuité pour tous. Et les transports en commun n'en fait que doubler. Enfin, les personnes qui les utilisent n'en fait que doubler. Et c'est vraiment une réussite. Ils ne veulent pas revenir en arrière, que ce soit à Aubagne ou à Dunkerque, qui est pourtant une grosse ville beaucoup plus importante que cette. Voilà. Donc partout où on essaie de trouver des alternatives à des modes de transport doux et où on met en place la gratuité ou alors des tarifs vraiment bas, ça marche bien et les habitants sont absolument contents. Parce que, bien sûr, ça limite la pollution, mais aussi ça libère l'espace. Parce que les piétons aussi, ils sont souvent, sur des trottoirs qui sont en plus mal entretenus à 7. Et il n'y a plus d'espace pour vivre en ville. Et c'est qu'on s'est aperçu à Pontevedra dans des villes, les quartiers de Barcelone aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des quartiers entiers de Barcelone qui ont été piétonnisés. La vie locale reprend. Les enfants peuvent jouer dans la rue, les personnes peuvent se rencontrer, on végétalise et ça donne des lieux de vie agréables qui correspondent à tout le monde, enfin, pour la joie de tout le monde. Et ça, j'aimerais bien que ça existe aussi à ça. Merci. Moi, c'est aussi, je vais soulever le problème de la bétonisation de la ville. Parce que personne n'en parle. Et ça, c'est aussi un gros problème. C'est pas la première fois que je parle de la place Jules Mock, où il y a des arbres qui doivent être coupés. On va faire un cube en béton pour enfermer la poésie, l'œuvre politique de Georges Brassens. C'est comme si on avait besoin que l'œuvre politique de Georges Brassens soit enfermée dans un cube en béton. Et ça aussi, c'est aussi dangereux de la voiture, moi je dis, parce que ça aussi, ça va faire des places qui vont se transformer en planchard. Ça va être en plus de la chaleur. Donc moi j'aimerais bien aussi qu'on ait ça en tête, que la bétonisation de la ville, il faut aussi mener un combat contre ça. Tout à fait, je te remercie. À la consigne. Apparemment, il serait tombé à l'eau parce qu'il y a eu une opposition, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, on n'a
n'a pas d'informations précises sur ce énième projet de parking. Et après, ce que je voulais dire, c'est que Sète s'appelle la Venise du Languedoc, qu'il y a plus de rues navigables à Sète que de rues pour les voitures, et qu'on pourrait développer, parce qu'on a vu que ça marche très bien, et que les gens sont ravis de circuler en bateau, au lieu d'avoir une navette uniquement le mercredi qui s'arrête à 13h toute l'année, et une navette qui fonctionne tout l'été, que ces navettes soient un moyen de déplacement dans une ville qui a la spécificité d'être une ville avec des voies navigables. Oui, voilà. Tout à fait. Je te remercie aussi d'en parler. J'aimerais souligner, excusez-moi, l'importance du tissu associatif à Sète comme ailleurs. Si on a pu bénéficier de pistes cyclables, c'est pas si vieux que ça à Sète, hein, c'est grâce à des associations qui sont dynamiques et qui demandent et qui sur le terrain se battent. Et ce qui me permet quand même de rebondir sur tout à l'heure, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire. On doit renforcer ce tissu associatif. Donc je lance un appel au passage, s'il y a des gens ici qui ne sont pas encore adhérents au banc public, on a Carole là qui est la trésorière, je crois que c'est vraiment important de participer financièrement et d'être adhérent de ces associations qui se battent parce qu'il y a des gens, et moi je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous les gens qui s'investissent ici parce qu'ils travaillent pour nous. Donc vraiment merci. Adhérez au maximum. Dernière question alors peut-être, et puis il y a un thème. Alors ne partez pas si vous voulez vous rafraîchir, il y a de petites carafes là-bas, il y a de l'eau à proposer, on est dans la sobriété foncière, ça c'est l'autre qui le dit, nous la sobriété tout court. Oui, le titre de sobriété foncière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que la ville de Sète avait soi-disant obtenu ce titre-là, et le maire affiche partout ce terme de sobriété foncière. Bref, Laura. Bonsoir à tous. Je suis Laura Sauguin, je précise que je suis conseillère municipale d'opposition et conseillère d'agglomération d'opposition. Je voulais juste ajouter, suite à une intervention précédente, que cette idée de réfléchir à une alternative pour la mobilité dans la ville, elle a été effectivement construite avec un grand nombre de citoyens, d'associations, durant la précédente campagne municipale. Nous avions une liste rassemblant la gauche, les écologistes, les citoyens, les associations pour porter une idée de la ville alternative à celle de François Commen. Et en fait, je voulais juste dire que ce projet, effectivement, de transport public gratuit, de dégager les voitures du centre-ville, de développer le transport fluvial, de développer évidemment les pistes cyclables, les transports à vélo, ça mériterait effectivement d'être réactualisé. Les pratiques du vélo ont évolué, la ville a évolué. Dans 2 ans, lors des prochaines élections municipales, il y aura beaucoup de choses qui auront changé. On pense à certaines parties de la ville qui sont maintenant piétonnisées, qui n'étaient pas il y a 2 ans. Voilà, et on pense évidemment à ces projets de parking. Je précise juste que le 3e projet de parking au niveau de la Criée, il est a priori encore d'actualité. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on en sait en conseil municipal, c'est ça, c'est qu'il est toujours prévu. Même s'il y a une étude, a priori, qui est en cours pour évaluer sa faisabilité. En tout cas, il est toujours dans les dossiers. Enfin voilà, je vous invite dans les 2-3 ans qui nous viennent d'ici les prochaines élections municipales, à revoir ensemble ce projet, à l'actualiser ensemble pour en faire un vrai point de débat lors des prochaines élections et montrer qu'il y a vraiment des visions de la ville qui s'opposent sur ce sujet, à la fois de la mobilité, mais aussi à la fois de l'exclusion de certaines populations du centre-ville. On l'a vu tout à l'heure avec ce discours aberrant d'un maire qui dit que les pauvres ils iront se garer à l'extérieur, mais c'est exactement pareil pour le logement. Si on n'a pas les moyens de se loger dans le centre-ville de Sète, on va aller ailleurs, il sera contraint. Enfin, voilà. Il y a des ponts à faire entre mobilité, aménagement, logement et inégalité sociale dans la ville, et tout ça, ça se réfléchit, je pense, au moment, en amont, bien en amont des élections. C'est bien. Oui. Alors, une question et je serai bref. Je me souviens qu'on avait évoqué à un moment une négociation entre la région et la mairie concernant le Mas-Coulet, propriété de la région,
qui visait à permettre à la mairie de remettre la main sur la propriété du Mascoulet afin d'y faire quoi, on ne sait pas. Donc, qu'en est-il de cette négociation? Point d'interrogation. Qui parmi nous là voudrait répondre? Moi j'ai des éléments, oui, je suis dans la phrase, tu connais des trucs. Oui, moi je peux répondre parce que je m'étais intéressée à la question, j'avais retrouvé tout le dossier sur Internet. Alors, il faut savoir que l'échange de terrain qui a été fait, qui a été conclu entre la ville et la région, c'est quelque chose qui date de l'époque de Georges Frêche. Donc c'est un truc, c'est entériné, on n'en parle plus, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, donc j'avais communiqué le lien au collectif Vente Publique. Il y a un dossier sur le site de, c'est aglo.fr je crois. Il y a tout le projet d'aménagement de l'entrée, alors je ne sais plus si ça s'appelle sud, ouest, est, tout un projet très bien détaillé et qui traite notamment du devenir du parking de Mascoulet. Et sur ce parking, il y a un projet d'immeuble, attendez, un projet d'immeuble d'activité avec des parkings dessous, mais pas souterrains, hein. Donc il y a des niveaux en rez-de-chaussée, peut-être un étage, je ne sais plus, de parking, et au-dessus des immeubles d'activité, des bureaux ou oui, des bureaux sûrement. Donc tout ça, vous pouvez le regarder sur le site de l'aglo.fr, projet d'aménagement, entrée est, c'est extrêmement bien détaillé, et voilà. Mais la question était la suivante. La mairie est en train de chercher à mettre la main sur le terrain du Mascoulet pour réaliser ce projet. Ah ben, la main, elle a déjà la main. Peut-être que c'est pas mis en œuvre, mais c'est entériné. Je pense que les gens de l'opposition qui sont là vont pouvoir mieux répondre que moi sur ce... Je ne sais pas si elle sait. Elle n'a pas de réponse là, je pense, je vais demander. Le terrain est... Voilà. Moi, Ce que j'en sais, c'est que le terrain est à la région, qui a priori a un projet d'y développer du stationnement, du parking, mais voilà, c'est pas la mairie qui portera ce projet. Pour le moment, il n'y a pas plus de nouvelles. Merci. On va acheter des voitures. C'est bon. Yann. Pardon. Yann. Nous avions demandé, en tant que plan public, une réponse à Madame la Présidente de la région sur ce sujet-là. Vous ne nous avez jamais répondu. Mais ce projet de Mascoulet, du Mascoulet entre dans la création du machin de l'Est. Et là-dessus, il n'y aura pas de parking, il va être construit un immeuble de 8 étages. Nous avons eu une dame qui est venue nous demander qu'est-ce qu'on faisait à la table rouge. Elle nous a dit, mais moi j'ai acheté un appartement sur plan pour cette espèce de public qu'il va y avoir. il y a plusieurs tranches d'immeubles commerciaux, d'activités, et puis après, il y a... Écoutez, regardez-le sur... Moi, je ne l'ai pas, mais sur le... Il y a des maquettes, alors, il y a des immeubles, effectivement, d'activité. C'est pas des parkings, mais il y a des parkings, des parkings qui sont rattachés à l'immeuble, à l'intérieur de l'immeuble, en rez-de-chaussée de l'immeuble, et après, plus loin, il y a des immeubles d'habitation. Je crois qu'il y a Laurent qui voudrait ajouter quelque chose. Oui, alors ce n'est pas par rapport au Mascoulet. Hein. Effectivement, voilà, donc moi je suis Laurent Hercé, je suis aussi élu d'opposition. Il se trouve que moi j'ai participé au mois de juin à la dernière commission concernant les parkings. La première fois d'ailleurs j'ai participé.
Et dans les discussions, c'était pas clair. En fait, il n'y avait pas de réponse claire sur cette histoire du masculin. J'ai interrogé. Bon, alors, il est clair que la mairie cherche à mettre la main sur le terrain et à construire quelque chose. Ça, c'est clair. Mais personne ne m'a répondu clairement que c'était entériné et qu'il y avait quelque chose à faire. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Je vais vous parler des choses intéressantes. Voilà. Puisqu'on a abordé le problème tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que personne ne sait ici et à 7 que nous avons la possibilité d'accéder aux mesures de qualité de l'air. C'est tout à fait officiel, il y a un organisme régional qui s'appelle ATMO, que vous retrouvez sur Internet, qui mesure la qualité de l'air dans les grandes villes de la région. Si vous allez sur le site de la TMO, vous allez trouver la qualité de l'air au jour le jour dans la plupart des villes de la région. Je ne sais pas pourquoi, en général, on ne trouve pas celle de 7 directement. Mais bizarre. Voilà. Je me suis demandé aussi si ça n'était pas volontaire. Peu importe, parce qu'en fait, la mesure existe. Et pour ma part, j'ai réussi à récupérer ces données et je les fais afficher sur le site des écologistes de 7. Donc, si vous allez sur le site, vous tapez écologie 7, vous allez voir le premier lien, c'est le site des écologistes de 7. Et on a mis sur chaque article en haut, vous avez en haut à droite, l'indice de qualité de l'air qui s'affiche, qui est directement issu de la TMO, d'ailleurs vous avez leur logo. Je peux vous dire que là aujourd'hui, par exemple, c'est un indice qui va de 1 à 6. Aujourd'hui, on est en qualité dégradée, on est en qualité 3 en fait. Très souvent, on est au niveau 4, c'est-à-dire mauvais. Je compte sur vous pour me dire si un jour on passe dans les niveaux 5 et 6, ce qui est très probable, on a pu déjà y arriver, mais je ne les ai pas vus, je ne regarde pas tous les jours. Et si quelqu'un voit qu'un jour on atteint le niveau 5 et 6, là c'est grave, parce que carrément on nous atteint à la santé. Mais de toute façon, la qualité de l'air est toujours à peu près au niveau 3-4, c'est-à-dire soit dégradée, soit mauvaise. Et c'est essentiellement, quasiment 90% dû à la circulation automobile. Là aussi, sur le site de la TMO, c'est très simple, vous avez la carte avec le bilan annuel de la qualité de l'air sur 7, et vous voyez que tous les points rouges sont situés sur les grands axes routiers. Donc c'est le boulevard Verdun, c'est l'avenue Martelly, c'est les quais du centre-ville qui sont en rouge foncé, c'est-à-dire au niveau dangereux. Et curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le port sur lequel il y a des fortes concentrations d'émissions lorsque les bateaux, notamment les ferries et les bateaux de croisière arrivent, partent avec des fumées de cheminée qui sont très très loin et très visibles, et bizarrement, on a moins de concentration de pollution sur le port qu'il y en a au centre-ville sur les axes routiers. Donc ça, c'est vraiment l'info à faire passer à tout le monde, qui peut convaincre tout le monde. Et le chiffre de l'indice de qualité de l'air, vous l'avez au jour le jour, vous pouvez le récupérer. Merci pour ces infos. Eh bien, on va bientôt passer aux finances, mais juste une petite réflexion. Je peux vraiment empêcher, je suis désolé. On a parlé des élections tout à l'heure. Il y a eu un petit événement. Il y a 15 jours maintenant. Il y a à peu près 15 jours, il y a eu un petit événement qui s'est passé au niveau judiciaire. Mon petit doigt me dit qu'il va y avoir du changement, quel qu'il soit, aux prochaines élections. Voilà, après vous en pensez ce que vous voulez. Je ne pouvais pas m'empêcher. Allez, on passe aux finances. On ne peut pas partir comme ça. Mais enfin. On me dit de parler des finances. En fait, je ne vais pas directement parler des finances, je vais vous parler de la SPLBT. Tout le monde entend parler de la SPLBT sans savoir ce que c'est. Bon, on ne sait pas très bien. Société publique locale du bassin de Thau. Donc c'est une société publique, SPL, c'est public local. C'est ça, il en existe dans toute la France. Pas depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, ça a été permis par la loi, ça permet aux collectivités de créer des sociétés publiques leur permettant de gérer leurs affaires d'aménagement. Attends, on te remet la médaille de... Merci. Vous t'expliquez pourquoi c'est. Je vous explique. Ça, mais c'est pour les malentendants. Il est allumé? Oui. Bon. Donc les malentendants peuvent m'entendre. Donc c'est une société publique. Cette société publique a
Elle a été créée par la ville de Sète et par l'agglomération. Aujourd'hui, le capital de cette société n'est pas très élevé, c'est un petit capital, 320 000 €, pas beaucoup. Sète possède 61,35% du capital, l'agglo un peu plus de 38%, et dernière arrivée, la ville de Marseillan, qui a pris une action, c'est-à-dire 0,31%. Ces trois actionnaires publics, c'est donc bien une société publique locale. Ceci étant, ce statut lui permet d'avoir en fait le statut de société industrielle et commerciale, soumise au droit privé, droit commercial, droit fiscal, droit social, tout le droit qui s'applique aux activités de la SPBL sont les mêmes droits que n'importe quelle société privée, ce qui lui permet d'échapper au droit public, d'échapper par exemple aux règles de marché public. La SPBT, lorsqu'elle passe un marché, par exemple avec les entreprises qui creusent actuellement le parking, c'est un marché privé, c'est-à-dire elle fait un appel d'offres aux entreprises qu'elle veut, ce n'est pas public, et on n'a pas la réponse, on ne sait pas quelles sont les entreprises qui ont été sollicitées, on ne sait pas les entreprises qui ont répondu, on ne sait pas les chiffres que les entreprises ont proposés, et finalement on ne sait qu'à la fin, l'entreprise qui est retenue, et d'ailleurs dans le cas du parking, on l'a su parce qu'on a exigé en public dans des manifestations, d'exiger qu'il y ait des panneaux d'affichage obligatoires qui n'y étaient pas. Alors qu'ils sont obligatoires sur n'importe quel chantier, et c'est là qu'on a découvert que c'était la NGE. D'ailleurs, il y a eu un impact parce qu'ils avaient commencé par afficher une autre société, et finalement ils ont mis la NGE. Ça vous prouve qu'on est vraiment dans une gestion privée, et donc pas publique. Ça échappe au marché public, et que les marchés publics, quand une ville, un département, l'État, fait un marché public, ça paraît au journal officiel des marchés publics, l'appel d'offres, et les résultats, ça apparaissent aussi sur le journal officiel. Là, il n'y a pas de parution au journal, dans aucun journal. Donc, parfois dans les journaux privés, il peut y avoir des appels d'offres de la SPBT dans le midi libre. Elle peut faire de la pub comme n'importe quelle société privée. Il faut le savoir parce que ça change beaucoup de choses. L'objet de cette société, quand elle a été créée comme toutes les sociétés publiques locales pour des travaux d'aménagement. Toutes les sociétés publiques locales, les SPL, dans toute la France, leur mission, leur compétence, c'est l'aménagement. Et ensuite, il a été rajouté la compétence parking, gestion des stationnements. Ça pose un vrai problème légal que souligne la Chambre régionale des comptes. En principe, une SPL, quelle qu'elle soit, ne peut avoir comme compétence que des compétences complémentaires. Est-ce que l'aménagement et le stationnement sont des compétences complémentaires? La Chambre régionale des comptes dit, on a mis un mot, ah oui, elle a dit, entre guillemets, ce montage est atypique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est la loi qui dit que c'est des compétences complémentaires, c'est la loi qui l'exige. Et la loi dit que c'est des compétences complémentaires qui doivent être communes à toutes les collectivités publiques participant à la SPL. Or, la compétence stationnement confiée à la SPBT a été confiée uniquement pour la ville de Sète et pas pour les autres communes de l'agglomération. Ce qui pose un vrai problème. Pourquoi? Normalement, la compétence de la SPBT, c'est sur toute l'agglomération. Or, là, cette compétence a été dédiée uniquement pour la ville de Sète. Et d'ailleurs, il n'y a pas de parking souterrain, ni de parking payant dans les autres communes de l'agglo. Il y a parfois des parkings réglementés en durée, ils ne sont pas payants. Donc la seule commune qui a des parkings payants, et en nombre, en surface ou en sous-sol, c'est Sète, gérée par la SPBT. Lorsque cette compétence a été confiée à la SPBT, il a fallu retirer la compétence de la gestion des parkings de surface à la société qui les gérait, qui avait une délégation de service public à gérer, qui était Vinci Parc. C'était Vinci, vous connaissez. Et donc il a fallu rompre le contrat avec Vinci. Cette rupture, Vinci a attaqué, et cette rupture coûte 5,5 millions procédure. 5,5 millions, et c'est toujours en procédure. Ça fait un moment. Hein. Là, Vinci s'accroche pour obtenir
le dédommagement d'une rupture de contrat. François, il te reste 2 minutes. Bon, on va y arriver. Le financement de la SPVT. Le financement de la SPVT, c'est d'abord le résultat d'exploitation, des activités commerciales qui sont les siennes. En l'occurrence, notamment, principalement, les recettes de parking en surface et au sous-sol. Actuellement, ces dernières années, les recettes de la SPVT, c'est environ, plus ou moins, suivant les années, plutôt un peu plus, 2 millions d'euros. Ça, c'est le niveau d'exploitation, je dirais, de cette société de 320 000 francs d'euros de capital et 20 millions de recettes d'exploitation, 2 millions de recettes d'exploitation chaque année. Comment elle est financée par ces recettes, c'est une chose, mais elle peut aussi se faire financer par des avances. Des avances qui ne peuvent être faites que par les actionnaires. Et les actionnaires, ils ont un compte d'actionnaires dans la société et ils peuvent alimenter leur compte en mettant de l'argent. À chaque fois, il faut une délibération de la ville de Marseillan, de la ville de Sète ou de l'Aglo pour qu'une de ces 3 collectivités mette de l'argent dans son compte à la SPVT. Ces avances, ces apports au compte courant de ces sociétés, membres de la SPVT, sont limités dans le temps, normalement à 2 ans. Ça peut être renouvelé une fois, ça peut faire 4 ans. Et ces avances ne peuvent jamais être accordées pour rembourser une avance antérieure. Intéressant, très intéressant. D'autant plus qu'à l'heure qu'il est, la SPVT doit rembourser un certain nombre d'avances. Si je ne me trompe pas, il y en a pour 3,5 millions d'euros, avant le 31 décembre de cette année. En a-t-elle les moyens? Je ne sais pas. Va-t-elle faire appel à d'autres avances pour rembourser ces avances? Elle n'a pas le droit. Théoriquement. Alors, le droit, on a vu ce qu'on pouvait en faire. Troisième type de financement, après les recettes d'exploitation, après les avances, c'est les emprunts. Cette société publique peut emprunter, comme n'importe quelle société. Quand elle emprunte à des banques, etc., il lui faut des garanties. Le banquier demande des garanties, comme quand vous empruntez. Et là, les garanties sont apportées par les actionnaires, par la ville de Sète, par l'Aglo, par la ville de Marseillan. Et la garantie d'emprunt fait que si cet emprunt ne peut pas rembourser, c'est celui qui a apporté la garantie qui remboursera. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 ans, c'était 9 millions d'emprunts. Il y a 3 ans, c'était 9 millions. L'année dernière, ça a un peu baissé. Et ça risque de réaugmenter. Donc, cumuler ces emprunts qui sont à rembourser sur tant d'années, ça commence à faire des sommes considérables à rembourser. Et si la SPVT ne peut pas les rembourser avec ses recettes c'est quoi? Des parkings. Eh bien, ce sont ceux qui apportent les garanties, la ville de Sète, l'agglomération et la ville de Marseillan, chacun pour son pourcentage, qui devront rembourser. Or, on peut se poser des questions, et d'autant plus qu'il y a une échéance, la délégation de service public confiée à la SPVT court jusqu'en décembre 2040. Donc, en décembre 2040, on fera les comptes. Et si là, les emprunts ne sont pas remboursés, il faudra que les contribuables mettent la main à la poche. Enfin, du moins, ça augmentera les impôts de des communes de l'Aglo. Et puis, quatrième source de financement, c'est les subventions. La SPVT peut recevoir des subventions si son activité s'inscrit dans des programmes publics accordant des subventions, notamment de l'État. Ça peut être le cas sur certains points, mais en réalité, pas pour la construction du parking lui-même, mais pour ce qui sera l'aménagement de la surface, parce que là, elle pourra sans doute obtenir des subventions au titre d'une action cœur de ville. Dernier point que je veux dire, le management de cette société. Le management de cette société, il est d'abord, il faut savoir, il est quasiment fusionné avec le management de notre société qui est la SAI, qui est une société d'économie mixte, ville de Sète et intérêt privé, dont le président est M. Comène, comme la SPVT, le président M. Comène, comme l'Aglo, le président M. Comène, comme la ville de Sète, le maire M. Comène. Donc on a un cumul de fonctions, de pouvoir assez considérable. Donc la direction commune de la SPVT et de la SAI est confiée à 3 personnes, le président, M. Comène, le directeur général, M. Claire, et depuis 1 an, il s'est adjoint un directeur au développement. Il faut savoir
que les rémunérations des deux directeurs généraux est de 8 500 € bruts par mois, sans compter les primes. Et que cela veut dire que ce niveau de rémunération est supérieur au niveau de rémunération des plus rémunérés de la fonction publique. C'est-à-dire si on prend 1% des rémunérations, 1% des salariés de la fonction publique, d'État ou des collectivités, la moyenne de rémunération est très en dessous de cela. On a donc des personnes qui touchent beaucoup plus que si évidemment c'était géré en régie municipale ou par des services publics. Cette société, donc dirigée par ces 3 personnes, en réalité c'est une direction qui est relativement, on ne sait pas grand-chose. Il y a un conseil d'administration qui est censé se réunir 3 fois par an. Il se réunit, il ne s'est pas toujours réuni à ce rythme. Et puis en plus, les administrateurs qui sont des élus de la commune de l'Aglo ou de la ville de Sète, il y a beaucoup d'administrateurs qui ne siègent, qui ne vont pas à ces réunions. Donc c'est le conseil d'administration, en fait c'est une chambre d'enregistrement avec un nombre de membres limité. Et par ailleurs, il y a un comité technique qui lui est censé se réunir tous les mois pour suivre les activités de la SPVT avec des élus qui ont pris cette responsabilité, les élus de l'Aglo. La Chambre régionale des comptes se relevait que ce comité technique ne se réunissait pas très rarement. Et donc là aussi, c'est même contraire au statut de la SPVT. Enfin, la dernière chose, c'est vraiment la dernière, concernant les parkings. Il faut savoir d'abord, que dès que cette compétence a été donnée à SPVT, dans les 2 ans qui suivent, il y a eu 900 places de parking payants supplémentaires qui ont été installées en surface dans la ville de Sète. On connaît le mécanisme, et d'ailleurs, ceux qui habitent dans le quartier Victor Hugo s'en sont rendus compte après la construction des parkings, les places gratuites ont été supprimées, et les prix des places payantes en surface ont été augmentés. En fait, la question fondamentale, maintenant, écoutez bien, les investissements que représentent ces parkings. 8 millions d'euros, théoriquement, pour le parking Victor Hugo. On sait que ça a été passé, d'après l'estimation, il y a eu un dépassement de 20%. Vous pouvez faire le calcul. 10 millions. Actuellement, le parking Artille-Briand, c'était la même somme qui était annoncée pour la construction. 8 millions pour le sous-sol, 4 millions pour la surface. On fait aussi avec PPT. 8 millions, quand on voit que pour la construction des parois roulées, ils ont mis 21 semaines au lieu de 9 semaines, donc ils ont pris du retard, ça veut dire clairement que dès maintenant, le dépassement est considérable. Et que ce dépassement, il va continuer compte tenu des problèmes qui ont été évoqués, de la roche, de l'eau sur la place. Donc ça va coûter beaucoup plus cher. Or, en fin de parcours, ça veut dire des emprunts, ça veut dire des avances, ça veut dire les recettes des parkings, ça a été dit tout à l'heure, les parkings sont aux 2 tiers, sauf les halles de temps en temps, aux 2 tiers non occupés. C'est-à-dire c'est autant de recettes en moins pour la SPVT, autant d'argent en moins pour amortir les investissements considérables que représentent ces parkings. Et donc c'est aussi la question, pourquoi ça ne commence pas à la consigne? C'est qu'actuellement, ils sont quand même, ils ont les pieds dans la boue, si j'ose dire, avec le parking Aristide-Briand. Pour moi, le projet de la consigne n'est pas abandonné. Simplement, ils sont en vraie difficulté. Et en vraie difficulté, ils doivent faire de nouveaux investissements, alors qu'ils n'arriveront probablement pas à amortir les investissements actuels. Il faut savoir, je termine par une phrase de la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes dit: la situation financière est difficile. Elle n'est peut-être pas tenable. Elle ne peut être tenable qu'à condition de ne pas créer de parking relais. Voilà, on remercie François. Il a largement dépassé son temps, parole, mais je crois qu'il fallait. Est-ce que vous avez des questions? Je vois des mains, une main qui se lève. Alors, j'ai pas de questions là-dessus, mais je voudrais savoir, nous avons épuisé beaucoup de recours juridiques. Qu'est-ce qu'il nous reste pour tirer sur l'angle de temps? Non.
Mais le jugement sur le fond. Le jugement sur le fond de l'affaire. C'est la clé de voûte. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont passés par la politique du fait accompli et qu'ils ont donc imposé un projet que les référés préventifs, on n'a pas pu arrêter totalement tout. On a arrêté un temps avec la question des arbres qui a permis de retarder l'échéance. Mais le jugement sur le fond, théoriquement, nous avons écrit dernièrement à la présidente du tribunal administratif, notre avocate l'a relancé, pour qu'il se tienne ce jugement dans les délais normalement impartis à tout recours de cette façon-là, c'est-à-dire que normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir la réponse d'une date de jugement. Si on peut l'espérer, c'est compliqué, on est déjà à mi-octobre. Mais c'est une possibilité d'atteindre cette échéance-là. Après, il y a les situations que l'on soulève, dont on a parlé tout à l'heure, la question sur l'eau, par exemple. Il y a un angle d'attaque avec justement la loi sur l'eau dont on a parlé, que l'on peut attaquer aussi et contrer, parce qu'il y a eu des malhonnêtetés, toutes les malhonnêtetés des histoires qui ont pu être amenées. Mais ça, c'est des choses dont on pourrait éventuellement, pour l'instant, il faut les creuser, ces choses-là. Et la dernière chose, c'est les référés, les recours, avec l'expert qui a été nommé, qui suit effectivement la situation sur le terrain et qui peut décider, à tous les cas, lui, si les risques, comme il a écrit dans les rapports et les notes qu'il a faites, s'il estime qu'il y a des risques sur les fondations pour les maisons des riverains, évidemment, là-dessus, il faudra stopper. Donc, oui, il y a des espoirs du côté de la justice, mais l'espoir, ce qui est élevé, qui est formidable ici, avec cette lutte, c'est que c'est quand même, ce soir, on l'a réussi, et si vous voulez bien, on va arrêter là, parce qu'on avait peut-être un point de conclusion, mais on va se donner rendez-vous samedi, au nouveau lieu qu'on réinvestit, qui sera dans la rue Gabriel Péry, à l'angle, pour faire le point, je lirai la note que Jenny, voilà, on va terminer par une chanson. Mais ce que je voulais dire là-dessus, ce qui est la réussite et qui fait peur dans cette ville à présent, c'est qu'on a une force citoyenne qui s'oppose, qui est là et qui résiste et qui conteste. Et quand on sort, on organise des réunions dernièrement à Beaupertier Révolution, il faut le savoir, la crainte qu'ils ont eue, c'est que de débarque d'un collectif de banque publique au milieu de la réunion, on vient de dire qu'est-ce que vous pouvez faire à l'esplanade de Neuve, qu'est-ce qui se passe là. Ils ont peur de ça, ils rasent les murs, le chef, le responsable de la voirie, qui est quand même censé être là sur le chantier, Vincent Sabatier, pour suivre les travaux, on ne l'a vu qu'une fois au début, quand il est venu, il est reparti sous les sifflets des gens de banque publique qui disaient attention, ce que vous faites, c'est malhonnête, etc., etc. On est à gagner quelque part sur une victoire, on va dire, et c'est pas rien, une victoire considérable sur le plan de la force citoyenne qu'on représente. Et on va se battre et continuer jusqu'au bout. Voilà. On va terminer pour défendre avec Angèle, qui va nous faire des liens, je crois, parce que c'était très bien, c'était compliqué, il y avait beaucoup d'informations. Allez, à toi, Angèle. Je vais chanter pour les chaises. Ne partez pas, on a la chance d'avoir Angèle Gironès. Vous savez que c'est le chanteur de mon enfance. Quand j'étais lycéenne, j'allais l'écouter au théâtre. Je suis très fière aujourd'hui d'être là à ses côtés. Merci Angèle. Il nous reste quelques arbres, 3 jardins et 2 forêts, un peu de ciel et du marbre. Mais de quoi je me plaindrai? Des souvenirs que l'on jette, comme la peur de se tromper. Un sourire de fillette que je n'oublierai jamais. Il nous reste un peu de peine, 3 Indiens, 2 esquimaux.
animaux, peut-être un aborigène, des murmures à son éclos. Et si quelquefois je traîne, c'est pour vivre les ghettos. Il nous reste un peu de peine, il est fini le gâteau. Tout ça fait notre planète, elle tourne comme elle peut, et sa course nul l'arrête, qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue. J'ai couru à perdre haleine, j'ai compris le danger. Les forêts, les prés, les plaines, jamais ne les reverrai. Si ma chanson exagère, elle ne l'a pas fait exprès. Juste la peur que je traîne, mais ça devrait s'arranger. Tout ça fait notre planète, elle tourne comme elle peut, et sa course nul l'arrête. Qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue, na 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 na. Il nous reste la musique, je ne l'ai pas oublié. 3 accords, tam-tam d'Afrique, 2 guitares et des idées. Et si quelques mots magiques pouvaient tout faire changer, il nous reste la musique comme un chant de liberté. Il nous reste la musique comme un chant de liberté. C'est facile le texte là. Il nous reste la musique comme un chant de liberté. Il nous reste la musique, la chorale devant le public. Allez, une dernière fois plus fort. Merci André.